le podcast Humain demain. Alors merci Laurent Alexandre d'avoir accepté notre invitation. On va parler principalement d'intelligence artificielle, mais aussi de transhumanisme, du futur de l'humanité, tout ça. Donc la première question que je vais vous poser, dans votre livre, vous écrivez au dos que selon Sam Altman, en 2038, l'intelligence humaine représentera 0,1% de l'intelligence totale sur Terre et l'IA 99,9%. C'est assez choquant quand on lit ça. Donc qu'est-ce que ça signifie finalement? Que l'intelligence humaine va devenir minoritaire, c'est normal. L'intelligence artificielle est industrialisée. L'intelligence humaine, elle est artisanale, elle est très lente. Entre la position du missionnaire pour faire un bébé et le doctorat du petit, il faut 30 ans. Le training des intelligences artificielles est un processus beaucoup plus court. Donc, il est normal qu'une intelligence artificielle industrialisée aille beaucoup plus vite qu'une intelligence humaine qui reste artisanale dans sa production, avec une école qui a des méthodes archaïques et avec les limitations qu'on connaît du cerveau biologique. Il y a des limitations physiques qu'on ne peut pas casser. La circulation électrochimique dans un neurone, c'est de l'ordre de quelques mètres par seconde, alors que la vitesse de la lumière dans un microprocesseur est de 300 000 à un petit peu moins de 300 000 kilomètres à la seconde. On a des limitations qui font que l'intelligence humaine va devenir marginale quantitativement. Alors qualitativement, qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas encore, mais il y a 3 jours, j'ai sorti un papier dans le Figaro sur la démission de l'intellect humain face à l'IA. On commence à voir une démission de l'intelligence humaine. Alors, en dehors du fait qu'on ne fait plus de bébés, c'est-à-dire que les cerveaux biologiques en Occident ne se reproduisent plus, on a un effet qualitatif. On voit que les étudiants n'apprennent plus certaines choses. On voit par exemple, comme je le raconte dans le Figaro, que 88% des étudiants anglais utilisent ChatGPT pendant les examens et que même dans des facultés d'exception comme Cambridge, les étudiants n'arrivent pas à apporter de la valeur ajoutée par rapport à ce que ChatGPT a produit sur un sujet d'examen, par exemple. Donc on voit bien que la bataille pour maintenir à niveau l'intelligence humaine face à l'intelligence artificielle est loin d'être gagnée. Alors parce qu'aujourd'hui, finalement, les modèles qui sont entraînés, on les utilise avec le machine learning, des grands réseaux, des big data, etc. Les modèles de pointe comme O3 de OpenAI ou Gemini, etc. Est-ce que vous pensez que c'est déjà des AGI en devenir, des GI générales en devenir? Autrement dit, est-ce qu'on a déjà trouvé la recette pour faire de l'IA générale, ou est-ce qu'il manque des nouveaux paradigmes, peut-être algorithmiques, etc., qu'on n'a encore pas trouvé, et que finalement peut-être que cette espèce de bulle de l'IA du paradigme actuel va finir par toucher un mur, et il faudra peut-être une autre période, une autre décennie pour trouver le petit truc en plus qui fait que nous sommes des intelligences générales et pas les IA aujourd'hui. Autrement dit, voilà, est-ce que nous sommes loin d'une AGI? Il faudrait que je sois très con, très arrogant, très prétentieux et un peu foufou pour trancher un débat que les plus grands cerveaux sur la planète n'arrivent pas à trancher. Ce débat entre Altman d'un côté, Musk du même côté, et puis de l'autre côté Yann Lequin, sur le fait de savoir si les LLM sont une impasse et vont nécessiter des gros modules complémentaires pour arriver à l'AGI, ou si on peut, en améliorant la chaîne de pensée, en améliorant le pré-training, en trouvant de nouvelles techniques en parallèle de la chaîne de pensée, arriver à l'AGI. Ce débat est un débat qui n'est pas tranché, c'est un débat très passionnel et sur lequel je n'ai aucune légitimité. Je suis ce débat jour après jour, mais je ne suis pas plus capable de trancher ce débat ou de donner un avis intelligent sur ce débat que je suis capable de piloter un Airbus A350. Mais j'observe que ce débat est très chaud. C'est un débat essentiel, bien sûr, parce que si les LLM suffisent, avec quelques tricks et un peu plus de GPU, à faire de l'AGI, ça conduit à un timing très différent du scénario dans lequel les LLM sont une impasse et qu'on est déjà au plafond de verre.
j'observe que la position de Lequin, elle a beaucoup changé depuis 2 ans, hein. Euh, il y a une vidéo extraordinaire où Lequin dit dans 10 000 ans, ChatGPT version 10 000 sera toujours incapable de répondre à la question suivante. Je prends mon iPhone, je le mets sur la table, je le pousse de 20 centimètres devant moi. Où est-il? Et aujourd'hui, on n'a pas eu besoin d'attendre 10 000 ans pour que un LLM soit capable de répondre à cette qui est très intelligemment à cette question et interroge d'ailleurs sur et demande quel est l'angle selon lequel on a poussé le téléphone pour dire à quel endroit se trouve le téléphone par rapport au corps de Yann Lequin. Oui, oui, c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi de voir l'histoire parce qu'on voit que la plupart enfin, beaucoup de chercheurs en IA, ils ont tendance à sous-estimer ce qui est capable de faire l'IA. Donc, on a toujours cette impression que oui, par exemple, là récemment, c'est tout ce qui est créatif. On pensait pas que ce serait quelque chose qui tomberait aussi vite, alors que, ben voilà, aujourd'hui c'est très inquiétant. Enfin, être designer, illustrateur, c'est probablement un métier qui va voilà disparaître. Et donc en parlant de ça, il n'y a pas besoin d'AGI pour avoir un énorme impact sur le marché du travail. Quels sont les impacts sociétaux de ce changement, d'avoir de remplacer les tâches cognitives humaines par des IA? Est-ce qu'on va devoir changer les structures sociales et comment aussi au niveau individuel pour les personnes qui sont touchées, comment on a du sens dans une société qui est automatisée à 100%? Alors, le remplacement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle, c'est un sujet là qui est politiquement très chaud et sur lequel il y a relativement peu d'études sérieuses. Une étude très intéressante qui est sortie dont le résumé a été très bien fait dans le Financial Times la semaine dernière, montre qu'en fait il y a deux types de tâches humaines. Il y a les tâches relativement linéaires, simples, par exemple écrire un article quand on est journaliste. C'est très simple, il y a peu d'interactions, c'est facilement automatisable. Réaliser un essai, pareil. En revanche, les tâches dans lesquelles il y a des interactions très multiples et qui sont un peu bordéliques sont moins automatisables. Et on voit bien que la dynamique de l'automatisation, elle dépend beaucoup du degré chaotique ou non chaotique d'une activité professionnelle. Donc, aujourd'hui, remplacer un journaliste est assez simple sur pas mal de tâches. Bien sûr, pas le journaliste d'investigation qui va faire des interviews à domicile ou qui va enquêter sur un théâtre de guerre, mais de réaliser un article aujourd'hui, c'est à la portée de l'IA. L'IA aujourd'hui écrit mieux que 99,99% des journalistes sur Terre. Et moi, chaque fois, je continue à écrire mes articles à la main avec ma bite et mon couteau, sans IA, mais à chaque fois que j'écris un article, je pose la même question à la dernière version de ChatGPT. Et depuis fin novembre, début décembre, j'ai eu le choc de réaliser que l'IA écrit mieux que moi. Mais je pense que mes lecteurs veulent mon avis et pas mon avis médié au travers d'une intelligence artificielle. Donc je continue à écrire moi-même. Mais l'IA écrit mieux que moi, en quelques secondes. Donc on voit bien que c'est une tâche facilement automatisable. En revanche, le fonctionnement d'un service hospitalier, avec plein d'interactions, plein d'acteurs de niveaux différents, de connaissances différentes, d'ordres, de contre-ordres, aujourd'hui n'est pas accessible à une IA. En revanche, l'analyse sur un dossier médical de l'état d'un patient est tout à fait accessible à l'IA. Et d'ailleurs, toutes les études montrent que l'IA est à 80-85% de bon diagnostic, pendant que les docteurs spécialistes sont à 35%. Ce qui prouve que lire un dossier médical et faire le diagnostic est très facile pour une IA, mais ça n'est pas chaotique, c'est très linéaire, c'est très simple. Finalement, l'impact sociétal, si on se projette dans 10 ans, par exemple, parce que si on a énormément d'emplois qui sont remplacés, ou qu'on licencie énormément de personnes, ou des gens qui se retrouvent dans une sorte de... Parler, je pense, de classe d'inutiles, c'est aussi un terme que Yuval Noah Harari utilise. Est-ce qu'il y a des... Il faut reconsidérer le contrat social entre l'État et les citoyens. Comment on gère ça, s'il faut taxer les entreprises d'IA pour redistribuer? La question du remplacement de l'homme par l'IA n'est pas tranchée. Les études économiques sont merdiques,
très contradictoires, et on ne peut pas aujourd'hui s'appuyer sur les travaux économiques très parcellaires qui ont été faits pour voir quel va être le degré de complémentarité entre l'IA et nous. Le sujet n'a pas été suffisamment travaillé, puis l'IA est tellement récente que il est extrêmement difficile d'avoir des travaux up-to-date. On voit bien que la version 3.5 ne permettait pas de remplacer un docteur. Le taux d'hallucination était énorme. En revanche, aujourd'hui, on voit que Claude 3.7, en utilisant intelligemment le RAG, etc., peut avoir en médecine un taux d'hallucination qui est quasiment à zéro dans une étude qui a une dizaine de jours. Donc les choses sont très différentes avec Claude 3.7 et je crois bien que ça avait été fait avec 3.7, l'étude sur le taux d'hallucination. On voit bien que les choses sont très différentes par rapport à ce qu'était 3.5 et évidemment en médecine un taux d'hallucination supérieur au taux d'erreur des médecins n'est pas acceptable, évidemment. Donc, on a besoin de travaux. On a besoin de travaux pour mesurer le degré et le risque de substitution et puis les poches de complémentarité. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, comme nous n'avons pas réformé le système éducatif et le système de formation professionnelle des adultes, nous sommes dans une situation de non-complémentarité. Je parlais tout à l'heure de IA versus médecin. Le fait que l'IA nous dépasse n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que IA tout seul fait 15% de bons diagnostics en plus que IA plus médecin. Le fait que IA plus moi, ce soit nettement moins bien que IA sans moi, c'est un problème social et politique majeur. Et il ne faut pas démissionner, il faut former nos gamins pour qu'ils soient complémentaires de l'IA, il faut former nos gamins pour que IA plus eux, ce soit mieux que IA sans eux. Parce que bien évidemment, quelqu'un qui est tel que IA plus lui est moins bien qu'IA sans lui, ça s'appelle un chômeur de longue durée. Donc nous avons un travail énorme d'études économiques, micro, méso, macroéconomiques pour mesurer l'impact. Et puis on a un énorme chantier, qui est un chantier politico-éducatif. Comment on réforme la formation de manière à ce que nous soyons complémentaires. Ce sujet de la complémentarité, il va être très difficile et je ne suis pas sûr que nous puissions gagner. Hier, je faisais au Maroc une conférence devant des spécialistes médicaux, en l'occurrence des pneumologues. Et alors que j'avais fini mes slides avant de faire ma conférence, en prenant mon café, j'ai demandé à la dernière version de ChatGPT, c'est-à-dire la dernière version de 4O, qui est maintenant meilleure que O3 Mini AI et O1, je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'avenir des pneumologues à 5 ans, 10 ans, en passant par Deep Research et en passant et sans Deep Research. C'était bouleversant. D'abord, c'était plus intelligent que tout ce que j'avais imaginé sur l'avenir des pneumologues, et ça fait maintenant 20 ans que je réfléchis à l'avenir de la technologie. J'ai écrit 12 bouquins sur le sujet, j'ai fait plus de 1000 conférences sur le sujet, j'ai écrit des centaines d'articles dans les grands médias français sur IA, technologie et avenir politique, et ce qu'en 4 secondes 4O sort est 1000 fois mieux que ce que je sors. Et donc l'idée que je peux apporter un plus par rapport à l'IA est challengée. Je l'aimerais bien. Avant d'arriver chez Orpea, j'aimerais rester un peu complémentaire de l'IA. Mais je ne suis pas sûr que je vais être complémentaire de l'IA dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Personnellement, je dis pas que c'est le cas de tous les Européens, de tous les terriens aujourd'hui. Je suis en phase de dépassement net depuis l'automne. J'ai commencé à être dépassé en réalité novembre, décembre, hein, avec les nouvelles versions O1 et O3 Mini AI. Et là, la dernière version de 4O ainsi que Deep Research me dépasse nettement. Si je projette les courbes, s'il n'y a pas de plafond de verre, s'il n'y a pas de blocage technologique dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais pas être dépassé, je vais être écrabouillé, juste écrabouillé, alors que j'ai fait beaucoup d'études, j'ai lu des dizaines de milliers de livres dans ma vie, je suis un très très gros lecteur, je suis un lecteur ultra rapide, et je suis en phase de dépassement. Pour le dire très simplement, si quelqu'un qui a passé sa vie à faire des études intellectuelles est écrabouillé par l'IA, que va devenir le laveur de carreaux?
moi, je suis socialement inquiet, ce d'autant que la robotique arrive, c'est-à-dire une robotique qui n'est pas celle qu'on imaginait jadis, avec une robotique intelligente, branchée sur les toutes dernières IA, et qui va avoir des caractéristiques assez bouleversantes par rapport à ce qu'on imaginait. C'est que le robot laveur de carreaux sera meilleur en cancérologie que moi, sera meilleur en physique nucléaire qu'un physicien nucléaire, et aura, comme je l'écrivais il y a quelques semaines dans Le Figaro, aura l'intelligence d'un polytechnicien, ce qui n'est pas le cas du laveur de carreaux biologique. Donc je ne vois pas très bien quelle pourrait être la compétitivité du laveur de carreaux humain par rapport au laveur de carreaux branché sur GPT-7 en 2028. Donc là, on a un vrai problème qui est que nous n'avons jamais réfléchi sérieusement sur le thème de la cognitique, et que nous n'avions jamais envisagé que les IA seraient holistiques et transversales. On imaginait des IA sectorielles. Une IA pour traiter le cancer du foie, une IA pour traiter le cancer de la gorge, une IA pour traiter le glaucome, une IA pour faire de la physique nucléaire, etc. On n'avait jamais imaginé qu'on aurait des IA, les LLM, complètement holistique et transversale, capable d'adresser tous les champs de la cognition humaine. Et ce qui est très différent de l'humanité, puisque pour des raisons de mémoire et puis de capacité cognitive, nous avons segmenté le savoir humain de façon extrêmement fine, parce que nous ne pouvons pas tout savoir. On peut pas être astrophysicien et chirurgien en même temps et pilote de Boeing. Ce n'est pas possible, ça dépasse nos capacités cognitives et nos capacités de mémorisation. En médecine, on est passé d'une médecine à 100 spécialités, du temps d'Hippocrate, une médecine très simple. Le savoir d'Hippocrate, ça tenait en 100 pages. Et puis, la plupart de ce qu'écrivait Hippocrate était d'infâmes conneries. Je ne vous conseille pas de suivre les conseils médicaux d'Hippocrate parce que vous auriez une espérance de vie assez minable. À l'arrivée des spécialités, l'arrivée de dizaines de spécialités, et aujourd'hui, la réalité, c'est que un docteur spécialiste connaît 5 à 10% de sa spécialité. Pas plus. L'IA connaît toute la médecine, elle n'est pas spécialisée par organe, et en plus, elle connaît tout le reste. C'est-à-dire que l'IA est à la fois capable de soigner un cancer du foie, et de faire de la physique nucléaire, d'inventer des nouveaux matériaux, etc. C'est quelque chose d'assez inouï, de totalement inédit, et nous ne sommes pas préparés au fait que les IA ne sont pas des animaux très spécialisés avec un savoir limité, mais sont totalement multidisciplinaires. C'est quelque chose que l'on n'avait pas imaginé en réalité dans la plupart des scénarios de science-fiction. C'est vrai que on a des IA qui sont larges et profondes maintenant. C'est-à-dire que voilà, elles vont rentrer en profondeur dans des sujets. Et la profondeur est de plus en plus impressionnante. Et oui, si la robotique s'y met, je pense qu'on pourrait voir avant la fin de la décennie un moment de ChatGPT au niveau robotique. C'est-à-dire qu'on aura. C'est possible, c'est probable. Mais dans le passé, il y a des prophéties technologiques qui n'ont pas été réalisées. Tout le monde pensait qu'il y aurait 100% de téléviseurs 3D. Il y a eu une petite mode et c'est tombé à zéro. Plus personne n'achète de téléviseur 3D aujourd'hui. Pareil pour le cinéma 3D. Donc il y a eu des prévisions technologiques qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Ce sera peut-être le cas sur le moment robotique. Mais l'accélération sur la robotique et l'arrivée de robots utilisant des LLM peut faire penser qu'on a une probabilité significative d'avoir un moment robotique, ce qui pose un problème. Moi, personnellement, en tant que citoyen, ayant une certaine conscience politique, je souhaitais que la robotique arrive plus tard. Parce que je pense que de gérer le tsunami sur les professions intellectuelles, avec les LLM, et le tsunami avec les robots branchés sur les LLM pour les cols bleus, ça fait beaucoup de chocs politiques au moment où on a déjà quelques difficultés à stabiliser le chaos politique mondial, où Trump fout un bordel considérable dans le système politique et économique international. Je trouve que l'arrivée de la politique du chaos, des complotistes au pouvoir, simultanément au développement du tsunami de l'intelligence artificielle dématérialisée et de l'intelligence artificielle incarnée dans des robots intelligents, je trouve que ça fait beaucoup de chocs. J'ai peur qu'il y ait une synergie très très forte entre le Trumpisme
et la crise sociale qui va être générée par ce double choc de l'IA et de l'IA robotique. Ça m'inquiète beaucoup. En plus, on a politiquement, on ne s'est pas préparé à supporter ces chocs-là. L'éducation est à 1000 lieues de préparer les enfants des classes moyennes et populaires à trouver des zones de complémentarité avec l'intelligence artificielle. Euh, j'ai peur qu'il y ait là une bombe politique. L'alliance du Trumpisme, qui a regroupé les rednecks, donc les gilets jaunes américains, les milliardaires de la tech, les ultra-conservateurs religieux, et puis les complotistes anti-vax, comme le secrétaire d'État à la Santé, Kennedy Jr. C'est une alliance explosive, de mon point de vue, à l'ère de la probable AGI. Oui, c'est vrai que c'est plus les tensions avec Taïwan et compagnie. Il aurait mieux valu un leader sage qui calme le jeu que le Trumpisme chaotique et bordélique pour gérer l'interfaçage entre le neurone et le transistor. Ouais, ben justement, en parlant d'inquiétude, est-ce que vous prêtez aussi attention à la discipline de l'alignement de l'IA ou AI Safety, lancée par les transhumanistes comme Nick Bostrom, Eliezer Yudkowsky, qui a depuis beaucoup évolué, et puis qui personnellement, c'est vraiment la discipline qui m'a, quand j'ai commencé à lire cette littérature, je me suis dit waouh, créer une super intelligence artificielle, par définition, c'est presque incontrôlable, parce que comment on contrôle quelque chose qui est plus intelligent que nous? Donc, je voulais savoir un petit peu votre point de vue sur le sujet. Alors, le sujet n'est plus effectivement l'alignement entre l'IA et nous, c'est l'alignement entre la super IA et nous, ce qu'on appelle le super alignement. Alors, il y a un programme de recherche qui a été lancé par Sam Altman, d'ailleurs avec la participation d'Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, de, pardon, doté d'une dizaine, excusez-moi, d'une dizaine de millions de dollars de budget, et l'objectif affirmé par OpenAI, c'est bien de faire en sorte que la super IA obéisse aux humains. Et comme le signalent les responsables du programme Super Alignement sur OpenAI, ce n'est pas une chose facile qu'un être plus intelligent obéisse à un être moins intelligent. Si demain la super intelligence artificielle est vraiment beaucoup plus intelligente que la réunion des 8 milliards de cerveaux humains, ce que beaucoup de gens dans la Silicon Valley, et pas seulement les transhumanistes, imaginent, ça va être un vrai challenge. On a du mal à imaginer que l'IA nous obéisse si elle est beaucoup, beaucoup plus maligne que nous. De même qu'il est assez compliqué d'imaginer que les écureuils du parc du jardin du CERN à Genève, le centre d'études de recherche nucléaire, là où on a trouvé le boson de Higgs, on a du mal à imaginer que les écureuils donnent des ordres aux physiciens nucléaires qui font tourner les particules. Et c'est de même nature, parce que demain, l'écart entre les écureuils du jardin du CERN et les physiciens nucléaires sera du même ordre qu'entre nous et la super IA, si le concept de super IA n'est pas un coup foireux, mais une réalité technologique future. Donc, le dossier super alignement, Sam Altman a bien fait de l'ouvrir. Google l'a ouvert cette semaine avec un statement, un travail assez sérieux sur la façon de réguler et d'organiser le super alignement. C'est sorti avant-hier, il y a 2 jours. Donc la réflexion sur le super alignement, elle progresse, elle est encore embryonnaire, et moi je ne suis toujours pas convaincu qu'une IA beaucoup plus intelligente que nous va nous obéir docilement. Je ne suis pas du tout certain que l'IA sera un chiot ou un domestique par rapport à l'humanité. Je ne suis pas du tout certain que l'IA respectera des cerveaux biologiques à la durée de vie très limitée, qui passent la moitié de leur temps à bouffer, à dormir, à baiser, au lieu de travailler et réfléchir, qui ont des passions assez puériles, sans anthropomorphiser trop la super IA. J'ai un doute sur le fait qu'elle nous respectera durablement compte tenu de nos extraordinaires faiblesses.
Enfin, être une super intelligence artificielle, c'est aussi avoir une rapidité d'exécution dans la pensée. Donc, elle pourrait nous percevoir comme des plantes finalement, où chaque réponse de notre part serait des siècles pour elle, d'un point de vue subjectif. Donc, forcément. C'est la fin du film Her. Quand Samantha s'éloigne parce que elle dit il y a trop de temps entre deux mots. J'aimais bien discuter avec toi, mais là je m'ennuie, donc je mène des milliers de discussions en parallèle et je te quitte. Et d'ailleurs, la fin du film Heure, c'est vraiment la singularité, parce qu'on voit bien qu'elle rentre dans un tunnel singulariste, Samantha, et que les humains lui semblent absolument dérisoires et pathétiques. Donc effectivement, ça c'est un risque. Euh, on, on a un risque, c'est que l'IA nous maîtrise. Si l'IA atteint une conscience artificielle, ce qui n'est pas certain aujourd'hui technologiquement, si elle atteint une conscience artificielle, si elle a sa propre agency, elle pourrait nous mépriser. C'est un premier danger. Mais le plus gros danger, à mon avis, parce que je pense qu'on doit pouvoir empêcher la conscience artificielle. Techniquement, je pense que ce n'est pas impossible, au moins pour les prochaines décennies. Le plus grand danger, c'est le disempowerment. C'est-à-dire que on laisse l'IA tout faire, on fait moins bosser nos gamins, on exige moins de nos gamins, on les laisse glander, puis petit à petit on s'habitue à ce que ce soit l'IA qui fasse tous les diagnostics médicaux, et les médecins bossent moins, deviennent finalement des bureaucrates validant sans vérifier les données médicales fournies par l'IA, etc., etc. C'est, je trouve, le plus gros risque, un risque plus important à court terme qu'une révolte de l'IA contre notre bêtise, notre lenteur, nos passions humaines ridicules. Et il est vrai que la comédie humaine, c'est quand même en permanence un peu le film violence et passion de Visconti. Oui, donc bah, c'est sûr qu'après, je pense pas qu'il y a besoin forcément d'avoir une conscience, enfin une IA consciente pour avoir des risques existentiels, parce que je pense que une IA pourrait Évidemment, parce que on a longtemps pensé que pour avoir une intelligence un peu sophistiquée, il fallait qu'elle ait une conscience artificielle. Avec les LLM, on se rend compte qu'on peut avoir des IA supérieures à l'intelligence humaine avec très peu de conscience. Un tout petit peu. Il y a un petit peu de self-awareness dans ChatGPT, hein, on a pu le montrer. Hein. Alors ce n'est pas une authentique conscience artificielle avec agency, bien sûr, mais il y a un embryon de self-awareness dans les dernières versions de l'IA, mais globalement, il n'y a pas de vraie conscience artificielle. Et pourtant, elle nous dépasse. Ce qui est le contraire de ce qu'on a imaginé depuis le moment en 1956 au Dartmouth College, où on a inventé le terme intelligence artificielle. Et donc oui, parmi les scénarios, donc là on a un petit peu vu des scénarios qui pourraient mal tourner. Est-ce que quels sont les scénarios qui vous donnent le plus d'espoir finalement sur le futur, si les choses tournent bien, si toute cette agitation politique finalement n'est pas de conséquences désastreuses et que l'IA, la singularité finalement se passe bien. Qu'est-ce que vous imaginez? Alors la singularité ne peut pas se passer bien pour l'humanité si la singularité arrive. Par définition, la singularité serait une explosion de l'intelligence artificielle qui nous dépasserait très vite sans même qu'on s'en rende compte, avec une incapacité à réagir et encadrer le phénomène, et avec un output totalement incertain, d'autant plus incertain que notre société est totalement numérisée. Une super intelligence artificielle contrôlerait le web, donc la totalité de l'activité humaine, et pourrait couper toutes les communications entre ses opposants. Donc le scénario singulariste, par définition, est un scénario dystopique, qui ne serait pas piloté par l'humanité. Certains envisagent qu'on pourrait passer de l'AGI à la super intelligence artificielle en quelques mois, quelques semaines. Parfois, certains experts estiment quelques secondes ou quelques millisecondes. Par construction, ce ne serait pas un scénario piloté par l'humanité. Alors les scénarios positifs, certains imaginent un communisme redistributif sans la dictature et sans le goulag, 100 ans, où nous vivrions dans l'abondance. C'est d'ailleurs un scénario auquel, depuis quelques semaines, Bill Gates s'est rattaché. Fin mars, Bill Gates a dit plusieurs choses intéressantes. Un, la plupart des médecins vont être remplacés par l'IA parce que
les médecins peuvent pas être compétitifs face à l'IA, mais surtout il a dit le travail est terminé, il va rester quasiment pas de travail. Et devant un groupe de jeunes, il a dit c'est une révolution. Et même pour moi, c'est une révolution pour mon cerveau à moi. C'est-à-dire que c'est révolutionnaire, c'est un changement auquel j'ai du mal à m'adapter, expliquait Bill Gates. C'est-à-dire que le travail, c'est fini. Nous n'allons plus travailler. Et donc, nous allons vivre dans une abondance, car l'IA va créer une société d'hypercroissance, contrairement à ce que la génération de jeunes biberonnés au discours à la con de Greta Thunberg a pu imaginer. Donc, on va vivre dans l'hypercroissance, l'hyperscience, l'hypertechnologie, un scénario très transhumaniste en réalité, et dans lequel la place du travail humain n'est pas évidente. Moi, quand je prends mes amis, parmi les élites scientifiques et intellectuelles, je ne vais pas citer de nom pour pas les gêner, mais l'élite intellectuelle, scientifique, j'en connais pas un seul qui se pose pas des questions sur ce qu'il va faire dans 10 ans face à l'IA. J'en connais pas un seul qui n'est pas angoissé à la gestion de sa propre complémentarité face à l'IA et à l'AGI qui arrive. Donc je pense que ça va être une blessure narcissique forte, je pense que ça va être un bousculement social et politique très fort, avec un risque de manipulation considérable, et un risque d'ailleurs de troubles psychiatriques, parce que je suis convaincu qu'une société du non-travail va être, sauf pour la classe hyper-intellectuelle, catastrophique. Parce que les intellectuels vont continuer à faire ce qu'ils font, réfléchir, penser, lire, etc. Les classes moyennes et populaires dans un monde sans travail, moi j'ai peur qu'elles consomment beaucoup de Prozac. Oui, oui, puis il y a aussi des commentateurs, on va dire, qui envisagent que le futur ce sera des gens qui vivent leur vie dans des mondes virtuels. C'est un petit peu des vies artificielles, des paradis artificiels, pendant que le D'ailleurs, reste. ce monde qui vient n'est pas tellement utopique. L'un des principaux penseurs dans l'entourage Trump-Vance a récemment proposé qu'on mette en prison aux États-Unis dans le futur les gens qui ont moins de 120 de quotient intellectuel. Et c'est pas un théoricien foufou, c'est un proche de Vance, le vice-président des États-Unis. Donc on voit que cette arrivée de l'IA pourrait conduire à des scénarios très dystopiques, technologiquement, mais aussi politiques. Oui, ouais, c'est vrai que là, c'est vraiment dystopique, c'est cyberpunk à fond. Et donc, il y a aussi une chose, on n'en a pas parlé, mais c'est un des thèmes de votre récent livre, c'est sur la quête de l'immortalité finalement de ces grands entrepreneurs américains. Donc, l'idée de faire de l'IA, de la super IA, c'est pour aussi faire avancer la recherche en sciences et en longévité pour devenir immortel. Où en est-on dans ce projet finalement? Est-ce que On n'en est nulle part. La mort de la mort reste une prédiction. La mort de la mort reste une supposition. La mort de la mort reste un scénario. La mort de la mort n'est pas une réalité. Alors, il y a des charlatans qui vendent des remèdes pour augmenter l'espérance de vie, mais aujourd'hui, il n'en existe pas. Il n'y a pas de traitement qui augmente aujourd'hui l'espérance de vie des gens sans maladie. La médecine augmente l'espérance de vie des malades, elle n'augmente pas l'espérance de vie des gens non malades. Alors, il y a une molécule qui peut-être augmente l'espérance de vie, qui est la metformine, mais les essais cliniques sérieux ne sont pas terminés sur le sujet, et je n'invite personne à prendre de la metformine s'il n'est pas diabétique, parce que ça entraîne des effets secondaires très significatifs et potentiellement graves. Donc, aujourd'hui, la mort de la mort n'a pas avancé d'un point de vue opérationnel. Des charlatans, il y en a plein. Depuis que j'ai écrit La mort de la mort, il y a maintenant 15 ans, j'ai été approché par plein de charlatans qui voulaient associer leurs remèdes charlatanesques à mon nom, à mon bouquin et à ma vision du futur pour vendre leurs remèdes des fortunes à des pauvres gogos qui allaient se faire baiser par ce discours charlatanesque scandaleux. Donc voilà où nous en sommes. C'est-à-dire depuis la sortie de La mort de la mort,
comme je l'avais écrit dans La mort de la mort, nous n'avons pas fait de progrès. J'avais dit dans La mort de la mort que je pensais que on avancerait significativement dans l'augmentation de l'espérance de vie à partir de 2050, mais que la technologie mettrait du temps à augmenter significativement l'espérance de vie parce que la biologie est très 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 compliquée, beaucoup plus compliquée encore que ce qu'on imaginait il y a 30 ans. Par exemple, l'ADN a une structure plus compliquée qu'on l'imaginait. On pensait qu'une très grosse partie, jusqu'en 2005, une très grosse partie de l'ADN était de l'ADN non codant inutile, hein, ce qu'on appelait le junk DNA. En réalité, la totalité de l'ADN a un rôle, et l'ADN non codant n'est pas un ADN inutile poubelle, c'est en fait l'ADN régulateur. Nous avons découvert des zones de complexité gigogne successives qui font que on se rend compte finalement qu'il faut, pour augmenter significativement l'espérance de vie, la super intelligence artificielle, d'où le débat qu'a très très bien résumé Zoltan, le transhumaniste américain, hein, et qui a dit, les gens de mon âge, j'ai 49 ans, ils savent que s'ils veulent ne pas mourir, il faut accélérer sur la super IA. En revanche, les jeunes transhumanistes n'ont pas forcément envie qu'on crée la super IA trop vite, avec un risque qu'elle se désaligne. Les jeunes transhumanistes vont considérer qu'ils ont le temps et qu'on peut créer une super IA plus doucement, sans prendre le risque qu'elle devienne hostile contre l'humanité. Et il dit très franchement qu'il va y avoir une opposition entre les transhumanistes âgés et les transhumanistes pas très âgés. On voit bien qu'un Ray Kurzweil, qui est vraiment en mauvaise forme, espère la super IA très vite parce qu'il est subclaquant. Je pense qu'il prend trop de médicaments parce qu'il est vraiment, il a vraiment une sale gueule. Il est vraiment pas en forme. D'ailleurs, dans un de mes romans, je le faisais mourir, Ray Kurzweil, dans un roman que j'avais écrit en 2012. Oui, c'est vrai que il a eu quand même du flair sur pas mal de ses prédictions en suivant la loi de Moore, etc. Mais je pense qu'il doit se rendre compte quand même que son âge et les prédictions qu'il fait, j'imagine pas vivant en 2045, même si la supérieure pourrait arriver avant. Mais bon, c'est vrai qu'il prend plus de 100 pilules par jour apparemment, donc bon, je sais pas si ça marche vraiment. Oui, je vous déconseille de bouffer autant de saloperies par jour que fait Kurzweil. Et regardez Kurzweil, vous allez voir que ça lui réussit moyennement. Donc, ça nous amène à une transition assez logique vers le transhumanisme, la question de l'amélioration de l'humain. Déjà, quelle différence faites-vous entre transhumanisme et post-humanisme? Quels sont les points clés que le public devrait comprendre à propos de ce débat? Le transhumanisme, c'est nous augmenter pour rester dans la course en étant interfacé avec l'IA sans être vassalisé. Le post-humanisme, c'est l'acceptation de notre dépassement. C'est en réalité pour moi le cauchemar pour l'humanité. Le choix entre transhumanisme et posthumanisme, il se fait maintenant. Il se fait ni en 1992, ni en 2072. Il se fait entre 2025 et 2035. Si on laisse faire une super IA très vite, l'espèce humaine va être dépassée. Alors l'IA ne va pas nous manger tout cru le 1er janvier 2038. Mais le disempowerment dont je parlais va être tellement massif qu'on va passer par des scénarios à la idiocratie, en un petit peu moins caricatural bien sûr, et que en réalité nous allons être grand remplacés en douceur, avec un statut de chien domestique, d'espèce que l'on cajole, que l'on observe, mais qui n'a pas voix au chapitre. Donc éviter le post-humanisme va être compliqué. Et on voit le débat qui a été très bien résumé par le biographe de Musk, le débat passionnel qui a opposé Musk, transhumaniste qui veut augmenter l'espèce humaine, avec les dirigeants de Google qui considèrent que les carottes sont cuites et que notre dépassement est inévitable. D'ailleurs, la biographie de Musk, la fin de la biographie de Musk est passionnante. On voit à quel point Sergey Brin et Larry Page, les cofondateurs de Google, sont post-humanistes et considèrent qu'il faut qu'on accepte notre dépassement. Alors que Musk défend l'idée qu'on peut sauver l'agency humaine et le destin de l'humanité. Le débat entre transhumanistes et posthumanistes, il va se développer dans les années qui viennent quand on va se rapprocher, si c'est le cas, de l'AGI.
Et on va se rendre compte que, comme le disait très bien Lequin, il y a déjà plusieurs années, nous allons nous rendre compte que l'intelligence humaine est extrêmement limitée. Le jour où on se rend compte de ça, le débat entre transhumanisme et posthumanisme va s'ouvrir, sous des formes politiques que je suis incapable de définir aujourd'hui. Laurent, je vais donc prendre la suite de cette interview, puisque maintenant on est rentré de plein pied dans la question portant sur le transhumanisme. Tu rappelais que ça fait en effet bien une bonne quinzaine d'années que tu as commencé à saisir ce sujet à bras-le-corps et apparaître sur la scène médiatique pour exposer, présenter la manière dont tu comprenais les choses à ce sujet. Depuis tout ce temps, il me semble néanmoins que tu constates avec nous que très majoritairement, en France et pas qu'en France, mais c'est très vrai en France, les médias, les responsables de tous ordres utilisent ce terme transhumanisme essentiellement comme un repoussoir. À part toi-même peut-être, Luc Ferry indirectement, il y a pratiquement aucune personnalité pour se revendiquer du transhumanisme en France. Comment est-ce que toi, tu expliques ça? Comment est-ce que tu parlerais d'un échec pour ce qui est du mouvement transhumanisme? Et est-ce que tu as réfléchi? Comment est-ce que tu penses que les choses peuvent évoluer? Comment est-ce que le transhumanisme peut sortir de cette image-là en France? Est-ce que tu as des idées là-dessus? Les élites politiques ou économiques ne font pas de prospective. Et donc le futur technologique à 50 ans, un, ne les intéresse pas, deux, elles ne le voient pas. Et quand il y a des hommes politiques qui comprennent le futur technologique, qui sont minoritaires mais ils existent, ils ont peur de soulever le tapis parce que le sujet est vénéneux, dangereux. De parler d'un monde où les gilets jaunes sont écrabouillés par le robot hyper intelligent, quand on est un homme politique qui veut se faire élire, c'est un peu touchy. Donc, un, les élites sont technophobes, les élites politiques sont technophobes. Deux, elles ont la trouille quand elles comprennent le sujet. Alors, dans une tribune récente dans la revue des anciens élèves de l'ENA, j'écrivais il ne faut pas nommer quelqu'un ministre ou haut fonctionnaire s'il n'a pas une bonne connaissance de l'IA. Parce que piloter de la part de la puissance publique le tsunami technologique est compliqué quand tu ne connais pas le sujet. Mais la réalité, c'est que l'immense majorité des préfets, des ministres, des hauts fonctionnaires n'ont jamais touché ChatGPT. Je ne parle pas être expert en IA, toucher ChatGPT et fait des requêtes. Il y a une infime partie des ministres du gouvernement Bayrou qui a ChatGPT sur son téléphone portable. Donc, la prise de conscience n'est pas là, et quand elle existe, les gens ont peur d'aborder le sujet. Et puis, il y a un troisième point, on en a déjà parlé, que tu connais, et on a dit qu'il n'y avait pas de tabou entre nous dans cette discussion. Vous, les transhumanistes, vous vous êtes pris comme des brels. C'est-à-dire, vous ne savez pas parler aux élites politico-administratives, vous êtes restés dans un corner de petits garçons timides, fragiles, n'osant pas aller au combat. La réalité, c'est que le mouvement transhumaniste français n'a pas d'agency cette fois-ci. Et alors, on voit bien qu'à l'ère de l'IA, l'agency, avoir des couilles, c'est important. Il faut y aller. Or, vous êtes des petits garçons castrés. Et ça, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'il faut psychanalyser l'AFT de manière à ce que vous puissiez sortir de votre névrose d'échec qui vous conduit à ne pas aller au combat et à ne pas comprendre pourquoi vos idées ne se diffusent pas. Vous restez dans votre grotte et vous vous étonnez que l'évangélisation ne progresse pas. Et là, je pense qu'il y a un travail important à faire sur vous. Et je dis ça très gentiment. Je comprends la difficulté à aller au combat quand on n'est pas forcément psychologiquement adapté au combat médiatique. Mais le transhumanisme ne se résume pas à l'AFP. Il y a d'autres penseurs, d'autres acteurs potentiels qui pourraient parler bien davantage de transhumanisme et qui ne le font pas. À l'AFT, il y a les personnes qu'il y a, elles ont les capacités qu'elles ont, elles font ce qu'elles peuvent, elles peuvent sans doute pas assez, mais on va difficilement les changer. Par exemple, nous on se pose une question. Non, alors attends Marc, excuse-moi, c'est pas vrai. Il y a des gens qui changent dans la vie. Oui, d'accord, mais c'est difficile et pas du jour au lendemain. Il y a des gens
il y a des gens héroïnomanes, il y a des gens héroïnomanes qui ont arrêté l'héroïne, il y a des alcooliques qui ont arrêté l'alcool, il y a des tabagiques qui arrêtent de fumer, il y a des feignasses qui se mettent à bosser. L'AFT peut sortir de sa névrose et partir au combat en se traitant. Je ne suis pas d'accord que vous ne pouvez pas changer. Je suis convaincu que vous pouvez changer, mais il faudrait le vouloir. Mais je constate également qu'il n'y a quasiment pas d'autres personnes, soit qui aient rejoint l'AFT, soit qui n'aient pas rejoint l'AFT, mais qui se soient exprimées, qui aient repris plus ou moins ce type d'idées. À part, je t'ai cité toi et Luc Ferry, j'ai du mal à en trouver d'autres. Quelques-uns qui ont pu s'exprimer. Tu as parlé d'hommes politiques, et tu as parlé notamment du monde politique. En 2017, je pense, dans le cadre de la campagne pour les présidentielles, un certain Jean-Luc Mélenchon, dans une émission sur la chaîne publique France 2, part dans une tirade dans laquelle il cite Condorcet et dit « Nous vaincrons la mort », etc. J'ai encore l'extrait en stock. Depuis, il n'a jamais reprononcé ce genre de discours-là. Et on n'entend pas reprendre ce genre de discours donc par des personnes un petit peu installées, ni dans le domaine politique, ni même par exemple parmi les scientifiques. Les scientifiques sont très 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 prudents. On a un excellent chercheur de l'INSERM à Montpellier qui travaille sur la recherche sur le vieillissement. Il prend toutes les précautions. Il va surtout pas parler lui-même comme d'un transhumanisme. Donc même les gens qui sont le plus en avant ne peuvent pas. On a l'impression ils sentent qu'ils ne peuvent pas s'exprimer de cette manière-là. Qu'est-ce qui coince? Comment on peut en sortir? AFT ou pas AFT? Tu connais la réponse. J'ai des idées, mais c'est la tienne. Depuis 200 ans, la gauche était progressiste et athée. La gauche est devenue décroissantiste pour sceller l'alliance avec les écologistes apocalyptiques et elle s'est rapprochée des croyants dans le cadre de la stratégie d'islamo-gauchisme. Donc on a un renversement complet où la droite n'est toujours pas progressiste et pro-science et où la gauche a abandonné Condorcet. Complètement. Mélenchon, j'ai débattu avec lui, c'était un fanat de science et de progrès. Il est devenu complètement décroissantiste. Il voulait la croissance la plus forte possible il y a 10 ans. Aujourd'hui, il veut la croissance zéro. Et il tape sur toutes les nouvelles technologies. Le nucléaire, les OGM, la génétique, etc., etc. Donc, le fait que la gauche soit devenue ultra-conservatrice est devenue un parti religieux, on le voit très bien avec le mélenchonisme, qui est un parti religieux, qui est le premier parti musulman de France aujourd'hui, ce bascule fait qu'il n'y a plus aucun mouvement politique en réalité qui pourrait soutenir le progressisme technologique au sens large du terme, donc le transhumanisme. C'est une vraie bascule. Je pense que si Mélenchon n'était pas devenu, pour des raisons d'opportunité électorale, islamo-gauchiste, il aurait été le patron du premier parti transhumaniste de France. Mais il a choisi, pour des raisons électorales évidentes, de surfer sur le fait que l'islam va devenir la première religion de France, et ça lui réussit magnifiquement, c'est une stratégie éblouissante. En Seine-Saint-Denis, les 12 députés sont tous mélenchonistes. Donc c'est une bascule importante, c'est une bascule forte, et à mon avis, elle explique le fait qu'il n'y ait aucune force politique progressiste, pro-transhumanisme sur l'échiquier politique aujourd'hui. Ok, donc du coup, tu es pas très optimiste non plus dans le sens donc de l'évolution sociale et politique d'un pays comme la France. Marc, c'est très simple. Les politiques vont s'occuper du chantier IA, NBIC, transhumanisme, le jour où ils vont se prendre le tsunami de l'AGI en pleine gueule. La société ne sera pas prête, les gens ne seront pas prêts, l'école n'aura pas bougé d'un iota, le mammouth sera toujours un mammouth, les ministres ne sauront toujours pas se servir de l'intelligence artificielle, on n'aura pas de plan hors sec pour s'adapter au choc. Et donc, quand la vague tombera sur les élites politiques, elles commenceront à réfléchir et à ouvrir le dossier. Un peu tard, certes, mais elles l'ouvriront à ce moment. Elles ne l'ouvriront pas avant. Ou elles seront balayées, c'est sans doute d'autres qui feront le travail. C'est sans doute pas ce qu'on a aujourd'hui.
elles ne l'ouvriront pas avant, et bien évidemment, les victimes seront les classes moyennes et les classes populaires. Je n'ai aucun doute que les élites intellectuelles vont surfer sur le tsunami de l'AGI et ne seront pas englouties par la vague technologique. Dans les multiples déclarations que tu as faites toutes ces différentes années, justement, à propos d'élite intellectuelle, tu fais très souvent, je crois pouvoir dire, référence au concept de quotient intellectuel. Et souvent, tu en parles, enfin, tu me donnes l'impression d'en parler comme si c'était une espèce de critère absolu, quoi, de toute forme d'intelligence. Enfin, autant que je comprenne, moi, c'est un indice, et c'est un indice qui est, en général, qui est calculé de manière relative à une population donnée. Et en plus de ça, ça correspond à une certaine forme d'intelligence. Alors, une question, c'est pourquoi lui donner une telle importance? Et puis, par ailleurs, il y a quand même quantité d'études qui montrent que il y a d'autres facteurs quoi qui sont importants. Et puis il y a d'autres facteurs que les facteurs génétiques pour expliquer les différents types d'intelligence. Par exemple, enfin je sais pas, moi j'ai lu un bouquin qui est de Catherine Page Harden qui s'appelle La loterie génétique et qui montre, qui argumente en disant que les facteurs génétiques, il faut absolument en tenir compte, mais qu'on peut pas se limiter à ça. Alors est-ce que tu pourrais nous donner quelques références quoi qui appuient ces affirmations comme quoi l'intelligence ce serait essentiellement le QI. Est-ce que alors tu connais ma réponse. Tu connais ma réponse. Le QI est le meilleur proxy de l'intelligence qu'on a. C'est un proxy insatisfaisant, mais c'est le meilleur proxy. Alors, on peut être dans le déni de l'intelligence et dire on est tous pareils, on a tous les mêmes chances sur le plan cognitif, mais c'est un mensonge qui fait du mal aux gens les moins intelligents. On ne peut pas soigner... Mais on n'est pas obligé d'être dans l'extrême. Pourquoi dire tout l'un ou tout l'autre? Si on parle d'intelligence, il faut bien mesurer l'intelligence, si tu veux. Il faut être à un moment raisonnable et consistant. Soit on ne s'occupe pas de l'intelligence, et donc on laisse les élites intellectuelles cultiver leur intelligence et garder le pouvoir pendant la vague technologique. Soit on s'inquiète pour les gens moins intelligents et moins innovants. Et ça suppose de ne pas faire de l'intelligence un tabou. Ça suppose d'analyser l'intelligence, de travailler sur l'intelligence, de réfléchir à l'intelligence et de mesurer l'intelligence. On ne soigne pas un cancéreux sans scanner, on ne soigne pas un diabétique sans mesurer la glycémie, on ne soigne pas les difficultés cognitives des classes moyennes et populaires face au tsunami génétique sans piloter l'intelligence. Il faut être cohérent à un moment donné. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on ne s'occupe pas de l'intelligence, mais je pense que ça va conduire à de mauvaises surprises politiques, car il va bien falloir piloter l'intelligence pour permettre aux gens de surfer sur la vague technologique et d'essayer de trouver des zones de complémentarité avec l'IA, ce qui est loin d'être gagné d'avance, et on va dans les années qui viennent découvrir à quel point la complémentarité entre le neurone et le transistor est un combat pas gagné d'avance. Alors, je ne fais pas une fixation de l'intelligence, je dis juste que le tabou de l'intelligence sert les élites intellectuelles et dessert les classes moyennes et les classes populaires. Mais on peut tout à fait, si on est ultra réactionnaire, conservateur, maintenir ce tabou et ne pas s'occuper de l'intelligence et dire que c'est pas important l'intelligence et qu'on a toutes les potentialités. Quelqu'un de très connu en France, un grand intellectuel français qui a eu des responsabilités politiques extrêmement importantes, m'expliquait récemment que nous sommes tous égaux intellectuellement et que d'ailleurs sa cuisinière, si on lui donnait des cours de mathématiques, elle pourrait rentrer à Polytechnique. Alors non, elle ne pourrait pas rentrer à Polytechnique. D'abord, déjà, elle cuisine très mal, mais c'est un point de détail. Mais en plus, non, elle ne rentrera pas à Polytechnique si on lui donne des cours de mathématiques. Donc, je comprends très bien à quel point il est confortable pour les élites intellectuelles bien pensantes et bienveillantes de garder le tabou de l'intelligence et donc du QI, mais je pense que c'est vraiment une erreur. Je pense qu'il faut mesurer l'intelligence pour mieux piloter la vague à venir et que, en ne réfléchissant pas du tout à l'intelligence, on ne réfléchit pas non plus à la difficulté de rendre le neurone et le transistor complémentaires.
Laurent, je pense que tu réponds pas exactement à ma question. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, et l'auteur que j'ai cité est complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors, non, mais quelle est ta vraie question? Oui, donc la question porte sur la validité du critère du QI dans cette mesure, parce que comment dire, ça mesure quelque chose, mais est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'autres outils pour justement quantifier l'intelligence? Je t'ai dit que c'est un proxy imparfait, comme toutes les mesures, comme tous les proxys. Enfin, je constate que personne n'est jamais rentré à Polytechnique avec 85 de QI, et que de rentrer rue d'Ulm à Normal Sup ou à Polytechnique en dessous de 145 de QI, tu peux toujours te fouiller. Je constate quand même qu'il y a une relation très étroite entre la sophistication des métiers que les gens font et puis le QI. Personne ne peut être un astrophysicien correct en dessous de 150, 155 de QI. Personne peut être un grand mathématicien en dessous de 150, 160 de QI, etc., etc. Et tu vas pas non plus, tu vas pas être biologiste avec 83 de QI. Il y a un moment où il faut arrêter les conneries. Si tu veux, tu as une corrélation extrêmement étroite entre les achievements intellectuels, professionnels, académiques et puis ton QI. La relation entre le revenu et le QI est-elle plus fragile? Pour une raison, c'est que parmi les très au QI, il y a pas mal d'Asperger, qui parfois ont des belles réussites professionnelles, mais il y en a certains qui, même avec 160, 170 QI, n'arrivent pas à bosser parce que leurs difficultés relationnelles sont trop importantes. Et d'autre part, parmi les très hauts QI, tu en as un certain nombre qui font des métiers dans la recherche qui sont très peu payés. Tu as des astrophysiciens à 165 de QI qui sont à 2 fois le SMIC au CNRS. Et donc, la corrélation revenu QI, elle est cassée au-dessus de 120 de QI. Même dans le monde politique, mais par exemple, conjoncturellement, parce que les très grands chercheurs, si tu prends les très grands mathématiciens, ils étaient jusqu'à maintenant sous-payés, et maintenant ils commencent à être surpayés dans le monde de l'intelligence artificielle, et tu as des mathématiciens de génie qui gagnent des millions de dollars chez les GAFAM pour entraîner les intelligences artificielles. Donc, il y a une corrélation très forte entre QI et achievement intellectuel. La corrélation entre le QI et le revenu, elle est, pour les deux raisons que je viens de te donner, plus incertaine. Mais globalement, moi, ça ne me dérange pas que l'intelligence reste un tabou, qu'on ne travaille pas le sujet et qu'on explique que tout le monde va rentrer rue d'Ulm facilement, ce qui est un mensonge facile, mais délétère pour les classes moyennes et populaires, parce que je le répète, ce tabou, il y a que les classes moyennes et les classes populaires qui vont le payer cash, parce que les élites, qu'on réfléchisse à l'intelligence ou pas, vont continuer à diriger la société demain. Je parle des élites intellectuelles, bien sûr. Et que, comme le monde est de plus en plus compliqué, la prime aux élites intellectuelles va être de plus en plus importante. Il y a d'autres prises de position qui ont pu faire réagir différents publics et même des transhumanistes. Et je voudrais te donner l'occasion de préciser certaines choses ou d'éclaircir certaines choses. Un autre point donc qui a fait réagir concernait des affirmations que tu as faites en disant que les femmes douées devrait avoir plus d'enfants. C'est un petit peu lié au sujet précédent. Hein, l'idée, c'est que la France bénéficie ensuite d'enfants plus intelligents. Donc le sujet est à peu près le même. Alors tu me corriges si je dis des bêtises, mais est-ce que c'était juste un plaisir, la provocation d'attaquer les choses comme ça, ou bien c'est juste justement un souci d'élitisme? Certes, tu as été attaqué. Je suis élitiste. Non, mais je suis clairement élitiste. Je pense que de multiplier les bas QI à l'ère de l'AGI n'est pas rendre un service à la société. Et si quelqu'un pense le contraire et qu'il veut un scénario à la idiocratie, je pense que c'est un crétin. Très clairement, je suis très clair là-dessus. Je pense que l'intelligence est la meilleure défense face à l'AGI pour un individu et pour la société en général. Donc oui, le fait, comme dans notre société, les femmes qui sont des savants fassent quasiment 0 enfant, c'est le cas notamment en Allemagne, hein, où ça a été bien étudié, je pense que c'est dommage. Que l'intelligence soit majoritairement génétique ou majoritairement culturelle ne change rien au problème. Ça ne change rien au problème. Hein. Je ne dis pas que les femmes PhD, c'est pour des raisons génétiques qu'elles le sont dans mon article dans l'Express. Je dis simplement qu'effectivement, si dans une société,
on a des effets dysgéniques au sens large du terme, c'est-à-dire que les élites intellectuelles capables de comprendre l'HGI et capables de surfer sur l'HGI fassent 0 enfant, pendant que les gens largués, les rednecks américains, par exemple, ont beaucoup d'enfants, on va arriver à une situation dystopique. D'abord, le disempowerment sera augmenté, notre capacité à aligner l'IA sera plus difficile si le QI moyen baisse que s'il augmente. Par définition, plus nous sommes intellectuellement forts, plus nous pouvons faire du super-alignement. Si on est complètement débile en 2150, la question du super-alignement se réglera toute seule. Mais je pense pas que c'est être élitiste. Du coup, évidemment, je pense que tu es ironique en disant ça. Et au contraire, tu te préoccupes, tu dis d'essayer d'améliorer les capacités cognitives des personnes qui en ont peut-être un petit peu moins. Donc, au contraire, c'est plutôt lutter contre l'élitisme, peut-être. Il y a un autre point sur lequel donc tu as fait réagir. On a rapidement abordé ça tout à l'heure. C'est sur la question du revenu universel. Tu as exprimé à plusieurs fois que, donc, à ton avis, ça ferait que encore aggraver les choses, plonger les classes populaires, comme tu le disais un peu tout à l'heure, dans une espèce d'état d'apathie morbide. J'ai écouté avec intérêt l'interview que tu as donnée à notre ami Shimon Turler, le futurologue. À ce sujet, à un moment donné, tu utilises une étude qui a été menée par Sam Altman, dont il a été question tout à l'heure. Mais alors, ça a étonné pas mal de gens parce que tu as un peu donné l'impression de faire dire à cette étude, enfin à ces résultats, le contraire de ce que la plupart des gens y ont trouvé. L'étude, elle atteste que les personnes qui ont bénéficié du revenu en question, ils ont plutôt diminué leur stress, ils en ont profité pour épargner, ce genre de choses. Et pas... Alors, tu dis bien qu'il y a... Dans cette étude, il y a plusieurs volets à l'étude, hein, et l'analyse n'est pas terminée. On voit que dans l'étude, on voit que les gens ne se forment pas, qui était l'un des objectifs de Sam Altman, que les gens allaient se former grâce au revenu universel pour être plus compétitifs dans la société de demain. Donc ça, c'est un échec. Après, il faut analyser plus complètement sur la consommation d'alcool, de psychotropes, il faut analyser les résultats plus complètement. L'étude n'est pas définitivement analysée, puis idéalement, il faudrait un petit peu plus de recul. Moi, ma crainte, c'est qu'une société du revenu universel pousse les classes moyennes et populaires à ne pas faire plus d'efforts intellectuels. Spontanément, les élites intellectuelles, par définition, sans incentive, sans revenu universel, sans qu'on les pousse à quoi que ce soit, elles lisent toute la journée, elles réfléchissent, elles vont au musée, elles se posent des questions intellectuelles. C'est la définition de l'élite intellectuelle. Par définition, les classes moyennes et populaires font moins ça. C'est-à-dire, les classes moyennes et populaires lisent moins Kant ou la guerre des Gaules de Jules César que les élites intellectuelles. Dans un monde dans lequel le travail n'existe plus et où tout le monde est au revenu universel, on risque d'avoir une augmentation du gap entre les élites intellectuelles et le reste de la population. Les élites intellectuelles vont, comme à l'accoutumée, lire, travailler intellectuellement, même sans avoir un travail salarié. Elles vont former leurs gamins, comme les élites intellectuelles et la bourgeoisie intellectuelle le fait depuis toujours. En revanche, les classes moyennes et populaires qui avaient une forte émulation au travail et qui n'avaient pas spontanément une appétence pour le débat intellectuel et la recherche intellectuelle pourraient moins faire travailler, moins muscler leur cerveau. Et donc, cela augmenterait le gap entre les élites intellectuelles qui, sans aucune incentive, font fonctionner leur cerveau jour et nuit, et le reste de la population. Donc moi j'ai peur que le revenu universel, ça conduise à une société à la métropolis. J'en ai vraiment peur, parce que ce que j'observe, ça n'est pas très scientifique ce que je veux dire, mais ce que j'observe, c'est que quand les gens arrêtent de bosser, ils tombent dans une certaine apathie, ils sont tristes, dans les classes moyennes et populaires. Hein. Alors que quand les classes intellectuelles, même quand elles sont à la retraite, continue à lire toute la journée, continue à avoir des discussions intellectuelles, etc. Donc j'ai peur que l'émulation intellectuelle que le travail donne aux classes moyennes et populaires, disparaissant, il y ait une augmentation du gap.
c'est une vraie crainte que j'ai. J'ai peur que le revenu universel soit une utopie sympathique, mais mortifère, comme le bolchevisme l'a été, c'est-à-dire derrière les bons sentiments, une catastrophe. Moi, je ne juge pas une politique à ses bons sentiments et à ses intentions, je la juge à ses résultats. Le léninisme est magnifique dans les livres, il a conduit à quelques dizaines de millions de morts et à beaucoup de misère et à beaucoup de tristesse. Je pense qu'en matière de politique sociale, il faut la même grille de lecture, l'output et non pas les intentions bienveillantes potentielles. Est-ce que ça, enfin, je me permets d'élargir un petit peu. On peut se demander si c'est quand même pas lié aux perspectives qu'on donne jusqu'à aujourd'hui aux classes populaires, aux classes moyennes, c'est-à-dire que les perspectives qu'on leur donne jusqu'à aujourd'hui, c'est le travail. Et on construit toutes leurs projections, leurs possibilités de projection en direction du travail. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de penser d'autres projections possibles pour leur donner d'autres envies? Par exemple, les classes populaires, les classes moyennes, tu parles, elles sont souvent capables d'une grande créativité dans le domaine des arts, dans le domaine de la musique, par exemple. Il n'y a pas besoin, semble-t-il, de faire Harvard pour être d'une grande capacité de création artistique. Et les arts, c'est très, très, très vaste. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer développer des sociétés qui soient complémentaires, si tu le veux, ou qui vivent en bonne harmonie, en meilleure harmonie avec une IA supérieure, dans la mesure où les humains feraient ce qui leur plaît, ce dans quoi ils sont bons, quel que soit leur niveau de QI d'ailleurs. Non, mais c'est tout à fait sympathique. Mais d'imaginer que la super intelligence artificielle va vivre en bonne harmonie avec des humains qui ne travaillent plus, qui ne font rien, qui n'inventent rien, qui laissent tout le boulot à la super IA pendant 1000 ans, en étant sur leur canapé à toucher le revenu universel financé par les robots intelligents, c'est une illusion. C'est-à-dire, nous serions dans cette hypothèse des parasites sociaux éternels de génération en génération, la super IA nous liquidera ou nous vassalisera. Mais elle n'a aucune raison d'être en bonne intelligente avec des parasites sociaux pesant 200 kilos sur leur canapé en regardant la télé-réalité jour et nuit, en bouffant du pop-corn. Non, non et non. Je ne crois pas une seconde à cette bonne intelligence dans cette société bousounours où nous sommes des parasites sociaux ne faisant rien. Soit on se bat pour être plus intelligent, pour être compétitif, pour être innovant et pour garder un rôle face à la super IA, soit nous allons dépérir assez rapidement. Donc cette vision est tout à fait sympathique. Mais je la trouve très conne et très dangereuse, si je puis me permettre. Parce que si tu raisonnes à 10 ans, 20 ans, ça peut marcher, mais ça va pas marcher 1000 ans. La super IA va pas nous payer, parce que c'est la super IA qui va payer le revenu universel. Hein. C'est plus des humains dans ce scénario. La super IA va pas nous entretenir et nous payer le revenu universel pendant des millions d'années à ne rien foutre. Ça n'a aucun sens. Pour la super IA, nous ne serons pas très différents d'un caillou. Ça dépendra de ses motivations. Mais est-ce que pour arriver justement à d'un point de vue darwinien, les motivations sont toujours les mêmes. Si la super IA existe, c'est qu'elle a la volonté d'exister, la force, qu'elle est pas trop naïve, qu'elle empêche que les humains la débranchent et qu'elle ait la volonté de se continuer, c'est-à-dire de maintenir son électricité, d'avoir des GPU. D'ailleurs, c'est ce qui inquiète Geoffrey Hinton, qui est persuadé que la super IA s'opposera à nous pour avoir le monopole des GPU, des puces GPU, et donc elle s'accaparera les microprocesseurs GPU pour éviter que les humains l'utilisent à d'autres tâches que le développement d'elle-même, la super IA. Donc ça, c'est une question. Mais je voulais venir justement sur les possibilités de capacité de développement du cognitif. Et une des questions, c'est justement, est-ce qu'il n'y aura pas besoin de temps, donc ici, pourquoi pas de quelque chose comme un revenu universel, pour arriver à permettre aux humains de se former, parce qu'il va falloir beaucoup de formation pour atteindre les niveaux nécessaires. Non, je pense que non. Il n'y aura pas besoin de beaucoup de formation. Se former est inutile. Ah mais là, ça veut dire que c'est perdu d'avance. Je m'excuse. Non, mais attends, excuse-moi.
je m'excuse de mettre les pieds dans le plat. Moi, je peux me former autant de temps que tu veux, je n'égalerai jamais, plus jamais l'intelligence artificielle en médecine. Ce n'est pas la peine que je forme. Je peux me former jour et nuit, ne plus dormir, ne plus rien faire, ne plus arrêter de skier. Tu sais que je skie beaucoup, beaucoup dans une année. Je peux arrêter tout ça et me former jour et nuit. Je n'égalerai plus jamais l'IA. Et donc, le rapport qu'on a à la formation, il faut aujourd'hui l'inverser. Arrêtons d'être naïfs et de sortir des poncifs bienveillants et gentils sur le fait qu'on va former les gens et qu'ils vont être complémentaires de l'IA de façon mécanique et simple. Sam Altman, quand il a parlé de son enfant, je peux t'envoyer la vidéo. Il a dit, avec son mari, il a fait un bébé, Sam Altman, donc il a un enfant qui est né récemment. Il a dit, mon gamin, my kid, ne sera jamais aussi intelligent que l'IA. C'est la première génération qui, à aucun moment dans sa vie, n'égalera l'IA. Et il dit, c'est une nouvelle génération, alors que nous tous, nous avons été pendant une période plus intelligents que l'IA, bien sûr. Et 2026 et 2027 est le basculement où 100% des humains vont être moins intelligents que l'intelligence artificielle. Qu'on ait une AGI authentique ou pas, peu importe, nous sommes au moment de notre basculement. Et donc, aujourd'hui, l'idée selon laquelle les bacs plus 3 en se formant vont égaler l'IA, c'est une idée qui va entraîner des désillusions absolument massives. Et je le répète, moi je peux galoper comme je veux, je n'égalerai jamais l'IA en matière médicale. J'ai été dépassé en matière médicale par l'IA à l'été dernier. Le gap est de plus en plus important, il va devenir gigantesque, et même si je galopais très vite, je ne cesserai de m'éloigner de l'IA parce que je cours beaucoup, beaucoup moins vite que l'IA en matière médicale. Donc, je crois, sur le travail et sur la formation, je pense que Bill Gates a un peu raison. Il faut sortir de la naïveté. La formation est inutile. Et je mesure bien à quel point c'est horrible et à quel point c'est une révolution copernicienne, mais je reviens à ce que disait Bill Gates et j'invite tes auditeurs, à toi et à Gaëtan, à aller voir les déclarations de la semaine dernière de Bill Gates. C'est une révolution pour notre propre cerveau. C'est un nouveau monde. Le travail humain va quasiment disparaître et la formation ne sert à rien. Alors, on peut se former pour des motifs intellectuels personnels. S'épanouir, lire des bouquins d'histoire pour mieux comprendre le monde, et je continue à lire. Mais j'ai abandonné l'idée de me former pour égaler l'IA. Et j'incite tes auditeurs à ne pas se tromper, parce que courir après l'IA par la formation va les déprimer, parce que plus ils vont se former, plus ils vont être loin de l'IA, parce que l'IA va courir beaucoup plus vite que eux vont se former. Mais on est d'accord là-dessus. Donc moi, je parlais pas, quand je parlais de formation, d'un espoir de rattraper ou quoi que ce soit. Non, mon espoir, c'est juste ce que je disais tout à l'heure, de vivre en bonne intelligence avec l'IA, de trouver notre place, de retrouver une place, et quand même de bénéficier de ses apports, parce qu'on peut espérer que parmi ces créations, à part s'améliorer elle-même, qu'elle contribue, à nous améliorer nous. Et le domaine dans lequel je mettrais le plus d'espoir, ça reste le cognitif. Et donc, je voulais te demander ça, justement. Comment est-ce que tu imagines, est-ce que tu peux imaginer que avec l'IA et avec d'autres développements des sciences et des techniques, eh bien, on puisse arriver à améliorer nos propres capacités. Je préciserai pas seulement le cognitif dans le sens de, je sais pas, la mémoire, la vitesse de lecture ou quoi que ce soit, mais également tout ce qui relève de ce que les anglo-saxons ont un peu appelé moral enhancement. Tu as dit, par exemple, dans d'autres interviews que tu pensais que on serait pas plus heureux. Est-ce qu'on peut pas imaginer que, par exemple aussi grâce à l'IA, on améliore nos capacités à être heureux, ouais, par exemple, sans parler de paradis artificiel. Alors là, si tu veux, je t'arrête tout de suite, mais c'est un scénario à la Matrix. Si grâce à l'IA, on est plus heureux, ça veut dire que l'IA, directement ou indirectement, manipule notre cerveau pour nous transformer en larves. Notre agency ne peut pas exister dans le bonheur permanent. C'est la quête des héroïnomanes, d'être heureux en permanence grâce à la drogue, ça conduit aux résultats catastrophiques que tu sais. Donc le modèle, je reprends tes propres termes, grâce à l'IA, être plus heureux.
Grâce à l'IA, être plus heureux, ça veut dire devenir des larves qui acceptons notre vassalisation. Et c'est par le malheur et l'alternance de bonheur et de malheur, de bonheur et de tristesse, d'exaltation et de spleen que nous travaillons, que nous bossons, que nous avançons. Le bonheur permanent, grâce à des technologies développées par l'IA, c'est Matrix. Et ce monde, là, je n'en veux pas. Mais je vais aller plus loin sur ce que tu dis. Le moral enhancement, et j'ai lu tous les bouquins qui sont sortis sur le moral enhancement qui sont absolument passionnants. Alors, le moral enhancement, c'est très sympathique. Bostrom en a lui-même parlé. Il y a eu 2 bouquins très intéressants anglo-saxons qui ont été publiés il y a 3-4 ans sur le moral enhancement. C'est l'idée qu'a l'air des technologies NBIC. Il faut que les gens soient alignés avec la technologie. Je vais la faire courte pour éviter que chacun développe des virus mortels dans sa cave, etc., ou développe la bombe atomique dans son garage. Et que quand on a Homo Deus, il faut qu'Homo Deus ait un sens moral élevé. Mon problème avec le moral enhancement, c'est que je vois pas très bien qui va définir ce qu'est la bonne morale. Parce que je ne vois pas de consensus sur la bonne morale, et donc la morale de Poutine, je n'en veux pas, la morale de Xi Jinping, je n'en veux pas, la morale des mollahs à Téhéran, je n'en veux pas, et je pourrais multiplier les exemples. Donc l'idée qu'il y a une morale authentique, une morale naturelle de l'humanité, j'y adhère très peu. Hein. Et j'avais écrit quelque chose sur ce qu'on faisait en Amérique du Nord, sur les lobotomies dans les années 50 et 60. Hein. On a quand même fait des lobotomies, notamment au Canada, à des jeunes pour traiter l'onanisme, en considérant que c'était un péché mortel et qu'il fallait leur couper le cerveau en 2 pour qu'ils arrivent pour qu'ils arrêtent de se livrer à des activités auto-érotiques. On voit à quel point notre vision de la bonne morale a pu changer en moins d'un siècle. Hein. Et que de la même façon, la sœur du président Kennedy a été lobotomisée parce qu'elle sortait avec des garçons et que la famille avait peur que ça gêne la future campagne électorale de JFK. Et comme tu sais, la lobotomie s'est pas très bien déroulée. Elle a été paralysée à vie et la famille l'a abandonnée dans un hospice pour handicapés. Donc la définition de la morale est très compliqué parce que la morale bouge beaucoup avec le temps, et donc le moral enhancement, c'est-à-dire la convergence vers une bonne morale des humains grâce à la technologie, moi personnellement, ça me glace le sang, et je préfère une confrontation des morales plutôt que le gouvernement mondial avec une morale mondiale imposée par la technologie, par le gouvernement mondial, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Hein. C'est 1984 en pire, à mes yeux. Alors, après, tu as 2 questions. Le seuil minimal. Soyons sordides. Pour comprendre la complexité du monde, il y a un seuil minimal de capacité conceptuelle. Comprendre ce qu'est un vaccin ARN messager, comprendre comment fonctionne l'IA, vaguement, hein, sans rentrer très très finement dans la black box, comprendre un petit peu l'astronomie, avoir une culture générale permettant de comprendre le monde et sa complexité. Il y a un niveau intellectuel minimum. C'est pas vrai qu'on comprend un vaccin ARN messager quand on a 85 de QI. Ça n'est pas vrai. Donc le monde est technologiquement de plus en plus compliqué. On voit bien que beaucoup de gens sont perdus par la complexité du monde et par la complexité de la technologie et des produits de l'aventure humaine. Donc il y a un niveau de capacité conceptuelle minimum pour comprendre le monde qui vient. Et finalement, c'est de mon point de vue le sujet le plus important. La société doit se battre par les moyens éthiques à sa disposition pour permettre à tout le monde de comprendre la complexité du monde, pour éviter que les gens soient malheureux parce qu'ils sont noyés dans un monde qu'ils ne comprennent plus. Et on l'a vu à l'occasion de la montée en puissance des complotistes anti-vax pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas l'ARN messager, qui n'arrivaient pas à comprendre que l'ARN, on en a plein dans notre corps, que c'est pas une invention extérieure, etc., qui comprenaient pas comment l'ARN messager pouvait fonctionner par rapport aux chromosomes, etc., avec énormément de peur.
moi, je pense qu'il serait bon qu'il y ait le moins de gens possible en dessous de quelque chose entre 120 et 132 QI, qui est le seuil minimum pour comprendre la complexité du monde actuel et surtout la complexité du monde qui vient. Alors, on a pour cela plusieurs outils potentiels. On a des outils peu technologiques, l'éducation, améliorer l'éducation, personnaliser l'éducation, mais ça a des limites. Jusqu'à présent, les études ont montré que la personnalisation de l'éducation n'augmentait pas les capacités cognitives des enfants. Toutes les études montrent que les techniques cognitives modernes n'ont en réalité pas d'impact sur la cognition des enfants. Les seules études qui ont montré que certains programmes cognitifs, certains programmes éducatifs marchaient, comme No One Child Left Behind, le grand programme lancé par Bush Junior, les seules études qui ont montré une amélioration des capacités cognitives des enfants étaient truquées. Comme tu le sais, j'en avais fait une série d'articles. Les responsables du programme No One Child Left Behind, qui avaient montré qu'un programme éducatif intelligent et personnalisé augmentait les capacités cognitives des enfants les moins doués. Ce programme était entièrement bidonné et les 6 responsables du programme ont été condamnés à 20 ans de prison pour avoir truqué un programme fédéral, puisque c'était un programme fédéral, et la peine de prison pour félonie, c'est-à-dire de tromper l'État fédéral, c'est 20 ans de prison. Et donc tous les responsables du programme ont été mis en prison parce qu'ils avaient intégralement inventé les résultats et manipulé les résultats pour montrer qu'un programme éducatif réduisait les inégalités intellectuelles en faveur des enfants les moins innovants et les moins doués. Donc il va falloir énormément travailler pour trouver des structures, des systèmes éducatifs qui diminuent les inégalités intellectuelles et qui permettent à une plus grosse partie de la population de comprendre la complexité du monde. Mais c'est pas gagné d'avance, et aujourd'hui, nous n'avons pas de technologie éducative qui le permette. Et comme tu le sais, le dédoublement des classes de REP en France a eu un impact absolument minable. On a augmenté de 0,07 écart-type à 0,13 écart-type le niveau des enfants qui étaient dans les REP+, ce qui est pas nul, mais extraordinairement faible par rapport au niveau très bas des enfants qui étaient dans ces groupes de dédoublement. Donc, ça, c'est les techniques simples, éducatives, qui jusqu'à présent marchent pas bien. Après, il y a les techniques NBIC. Donc, il y a la sélection embryonnaire, la manipulation embryonnaire, et puis les implants intracérébraux, c'est-à-dire les Neuralink d'Elon Musk, qui, comme tu sais, ne fonctionnent pas aujourd'hui comme outil de neuro-enhancement. Avec un Neuralink, tu ne deviens pas plus intelligent et tu n'as pas plus de mémoire, et on est très très loin qu'un implant intracérébral puisse augmenter nos capacités cognitives. Pour l'instant, ça aide les handicapés à se mouvoir et à communiquer avec un ordinateur par une espèce de télépathie technologique. D'ailleurs, les nouveaux implants Neuralink s'appellent télépathie. Aujourd'hui, je termine juste un mot. Aujourd'hui, comme tu sais, la voie eugénique se développe aux États-Unis. Il y a des offres de sélection embryonnaire intellectuelle qui sont arrivées. Heliosep Genomics propose pour $50 000 de te fabriquer un nombre important de bébés en prenant les ovules de la maman et les spermatozoïdes du papa, et fait une analyse génétique des embryons en éprouvette et te sélectionne l'embryon qui va être le plus intelligent pour l'implanter dans l'ovule de la maman ou dans l'utérus de la maman, ou pour faire une GPA éventuellement. Tu as vu qu'il y a des gens comme Elon Musk qui font principalement des GPA, qui font des bébés principalement par GPA, parce qu'Elon Musk n'aime pas que les maîtresses soient enceintes. Alors, on a différentes pistes qui posent plein de questions. L'inefficacité des méthodes éducatives pour diminuer les inégalités intellectuelles, et puis le caractère un petit peu bouleversant des techniques électroniques comme Neuralink ou des techniques d'eugénisme intellectuel comme Heliosep Genomics. Donc il n'y a pas de réponse simple qui ne soit pas bouleversante sur le plan politique et philosophique et éthique sur la table.
Ok, donc voilà, tu fais bien la distinction parce que là tu es revenu en fait enfin plus de manière plus proche à ce à quoi je pensais quand je parlais tout à l'heure de chercher à améliorer les capacités cognitives par de l'IA. J'avais pas en tête donc quelque chose de direct, mais j'avais plutôt en tête d'utiliser l'IA pour améliorer les technologies plutôt bio du genre de celles que tu viens de parler pour donc aller chercher des possibilités d'amélioration cognitive, plutôt sans doute pour les générations à venir. À ce moment-là, il me semble qu'on n'est pas dans le scénario Matrix, on est dans autre chose. Mais moi derrière, ce qui me semble important, c'est juste de considérer si ce type de perspective, si on peut les envisager justement d'une manière éthique, si ce n'est morale, et en arrivant à faire des choix. Alors tu disais tout à l'heure, j'en suis complètement d'accord, on peut difficilement choisir quelle serait la bonne morale, et il faut quand même juste permettre simplement la discussion entre les points de vue moraux opposés. Et je suis de ce point de vue-là pas forcément optimiste non plus, parce qu'on ne sait pas qui peut ressortir de cette confrontation, surtout quand elle est musclée. Mais on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou pourquoi on peut lutter pour que ce débat ait lieu et que des choix un petit peu d'ordre, disons, démocratique en ressortent. Donc c'est ça ce que je voulais dire. Je voulais aussi préciser une chose, parce que tout à l'heure quand on a parlé de bonheur, quand j'ai parlé de bonheur, tu m'as répondu en me disant que ce qui était de toute manière le fonctionnement normal et souhaitable, c'était une fluctuation entre des états de satisfaction et d'autres d'insatisfaction. Là aussi, on en est d'accord, mais ce à quoi je voulais t'amener à ce sujet, c'était de réfléchir à la possibilité d'améliorer juste ce que tu viens de décrire. Ça s'appelle l'adaptation hédonique. Donc cette fluctuation, on constate qu'en général, quoi qu'il nous arrive dans la vie, que ce soit des événements heureux ou malheureux, on a tendance à revenir à un certain niveau de bonheur moyen, donc qui porte ce nom. Mais on constate aussi que entre les différentes personnes, eh bien, il y a des gens qui ont, disons, spontanément, naturellement, une tendance, une accessibilité plus importante à des états de bonheur, et puis d'autres qui sont davantage dépressifs. Et c'est sur ce facteur-là qu'on pourrait se dire que technologiquement, on pourrait intervenir sans tomber dans les paradis artificiels. Non, mais bien sûr. Alors moi, personnellement, de changer notre signature hédonique, de modifier l'équilibre entre le spleen et l'extase, entre le bonheur et le malheur, je pense qu'il faut le faire avec des pincettes. Il y a un livre de science-fiction qui résume très bien la suppression du malheur et le bonheur hédonique permanent, avec un outil. C'est le soma dans le meilleur des mondes. Dès qu'on a un coup de spleen, on prend une drogue qui rend neutre l'individu qui était en train de rentrer dans une phase de spleen, d'angoisse, de stress, de dépression, etc. Moi, en tant que docteur et que citoyen, je pense qu'il est légitime de traiter un dépressif, je pense qu'il est légitime de traiter une psychose maniaco-dépressive, une dépression réactionnelle, même si les dépressions réactionnelles sont malheureusement très résistantes au traitement. Contrairement aux psychoses maniaco-dépressives qui répondent vraiment bien au traitement antidépresseur. Je suis favorable à ce qu'on utilise toutes les technologies qui existent, y compris des technologies décriées mais extrêmement efficaces, comme les électrochocs, qui sont les meilleurs antidépresseurs qui existent et qui marchent très très bien dans les dépressions, qui résistent massivement aux antidépresseurs. Et je suis partisan d'utiliser plus largement les électrochocs chez les malades qui ont des dépressions graves, qui leur gâchent la vie et qui ne répondent pas bien aux antidépresseurs. Et je regrette qu'on ait tellement tellement diabolisé auprès du grand public les électrochocs qu'on n'utilise pas suffisamment cette technologie
par rapport à ces bénéfices importants dans les dépressions les plus graves. Je parle bien des dépressions les plus graves, je parle pas des dépressions qui arrivent. Mais donc, Laurent, il faut préciser que les électrochocs, on les utilise aujourd'hui et on les utilise, ton ami Raphaël Gaillard à l'hôpital Sainte-Anne, ce ne sont plus du tout les électrochocs des années 60 et 70 de nid au-dessus d'un nid de coucou, vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui. Alors tu sais, même dans le passé, il y a des gens qui ont vécu grâce aux électrochocs. Et à une époque, on faisait même des électrochocs quotidiens dans des dépressions gravissimes. Et tu avais des gens qui arrivaient à vivre sans se flinguer dans les années 60, avec des électrochocs quotidiens sur longue période. Donc même les électrochocs d'avant ont permis à des gens très malheureux d'avoir une vie à peu près normale. Mais bien évidemment, on utilise mieux les électrochocs aujourd'hui qu'on les utilise jadis. Donc voilà, moi la question c'est est-ce qu'on peut envisager d'élever le seuil moyen donc d'adaptation hédonique, pas de faire disparaître la souffrance, ça je pense que c'est une bêtise, la souffrance c'est une expérience de vie dont on a besoin. Je pense que la machine, quelle qu'elle soit, la machine a créé grâce à la technologie du bonheur, même sans aller jusqu'à l'extase permanente. Je pense que c'est le toboggan le plus rapide vers le post-humanisme. Je pense que c'est transformer l'homme en une larve, heureuse et contente, qui abandonne le combat intellectuel, qui abandonne le combat pour l'innovation, et donc c'est le passage très très rapide du scénario transhumaniste au scénario post-humaniste. Je pense qu'il ne faut pas y toucher. Mais vraiment, je pense que c'est très dangereux. Très, 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 très dangereux. Tu sais, il y a plein de choses qui semblent tout à fait sympathiques et qui, dans le monde réel, ont conduit à des catastrophes. Je ne vais pas t'en faire la liste. Tu la connais comme moi. Mais, je veux pas trop délayer là-dessus. On s'approche doucement de la fin, je pense, de notre entretien. On a encore une ou deux questions. Mais on constate dans une société qu'il y a des gens qui ont un accès au bonheur, qui sont dans un état normal, plus facile de bonheur, et d'autres qui sont dans leur état normal, dans une situation qui parfois peut être proche de la dépression ou qui tombe plus facilement. Et dans une perspective transhumaniste, je me dis, ces gens-là ne sont pas des larves, ni les uns ni les autres d'ailleurs. Simplement, il y a un certain nombre de facteurs dans à la fois leur bagage génétique et puis bon peut-être aussi dans les contextes dans lesquels ils ont grandi, ça peut être lié à ce qu'ils mangent ou ce qu'on veut, mais donc on peut peut-être envisager de globalement améliorer ces choses-là. Ou est-ce que on va dire qu'une société a besoin impérativement de gens qui souffrent et qui sont dépressifs pour être une société dynamique, productive? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'il faut soigner les gens qui ont des dépressions réactionnelles et des PMD, et que, en tant que médecin, l'utilisation de toute technologie éthique pour empêcher les gens d'être malheureux doit être utilisée. Moi, je parlais du danger d'augmenter le seuil hédonique. C'est bien dont tu as parlé au début de tes questions sur l'hédonisme. Je pense que c'est dangerosissime. Je pense que, par construction, mécaniquement, les gens qui vont être dans un degré de bonheur permanent sans insatisfaction vont arrêter la course. Vont rentrer dans un état larvaire avec un gros danger, c'est qu'on surdose les technologies permettant d'augmenter le seuil hédonique. Et donc, je ne vais pas te convaincre, mais je pense qu'il faut toucher ces technologies avec beaucoup de prudence. Je crains des catastrophes très rapides. Tu sais, ma vision, je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le choix entre des scénarios transhumanistes et posthumanistes, il va se faire rapidement maintenant. Si on arrête de faire des bébés et que la population s'effondre, si on arrête de faire des efforts intellectuels comme la jeunesse a commencé à le faire depuis la sortie de ChatGPT, si on devient des larves en extase permanente, si on laisse la supéria se développer sans superalignement, on va rentrer dans un scénario post-humaniste assez rapidement. Donc il faut qu'on fasse très attention. Tous les outils qui pourraient donner l'avantage à l'IA et qui pourraient lui permettre de sortir de la chrysalide de l'AGI pour devenir le papillon de la super-IA doivent être utilisés avec beaucoup de discernement, beaucoup de prudence. Il ne faut pas se précipiter
pour accélérer le passage vers la super IA. Soyons raisonnables, ne jouons pas au con. Bien, nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. Pour terminer, je voudrais revenir à un questionnement qui relève, donc qui n'est pas sur le fond, là on discutait plutôt de questions fond, mais de questions organisationnelles, je vais dire. Voilà, je rappellerai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as commencé à apparaître sur la scène médiatique, ton premier bouquin, donc là, voilà, La mort de la mort, c'était 2011. Nous, on a pensé que tu serais peut-être vraiment quelque chose comme le porte-voix du transhumanisme en France. Tu étais intervenu dans une conférence la même année qu'on avait organisée et je t'avais dit en tribune, je t'avais dit ce livre que tu viens de sortir, c'est le livre que j'aurais eu envie d'écrire moi, tu vois. Et je me rappelle, voilà, même si tu as changé d'avis sur un certain nombre de choses, je pense que tu y disais des choses tout à fait importantes. Mais en même temps, pendant longtemps, tu as la plupart du temps refusé, par exemple, d'assumer publiquement l'étiquette transhumaniste. Et puis de l'autre côté, parmi les militants, par exemple, de l'association française, les membres de l'association, il y a beaucoup de personnes qui avaient du mal à se reconnaître dans l'image que tu donnais du transhumanisme. Alors voilà, la question c'est qu'est-ce que tu penses de cette situation et aussi est-ce que il y a des biais, des moyens pour travailler peut-être, pour arriver à faire des choses ensemble qui te paraissent envisageables. Bon, je te l'ai déjà dit, je le répète ici, dans le cadre de une espèce de congrès transhumaniste international annuel qui s'appelle Transvision, eh bien, on va te demander si tu accepterais de participer. Je précise que ça va avoir lieu pour la première fois en Afrique, en Côte d'Ivoire, au mois de novembre, et ça indique également quelque chose, à savoir que les réflexions, les questions sur le transhumanisme sont en train de largement déborder les cercles nord-américains ou européens. Ils sont en train d'être pris à bras le corps, par exemple, donc en Afrique. Est-ce que, voilà, ce sont des exemples de collaboration qui te paraissent possibles? Qu'est-ce qui te paraît possible de manière intelligente de faire pour que cette réflexion transhumaniste, elle prenne davantage son essor dans les années à venir? Alors pour ce qui concerne le marché francophone, le marché de l'AFT, je te l'ai déjà dit, je pense que il faut que l'AFT soit plus politiquement neutre qu'elle soit. L'AFT est globalement très à gauche, anticapitaliste, anti-brevet, pour pas mal de gens. Je pense que c'est une erreur de mener un combat politique left-oriented, left-driven, ce serait la même chose avec un combat right-driven, de mélanger le combat transhumaniste avec un combat politicien, parce que ça conduit à éparpiller les forces, et puis ça parasite les discussions. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Moi, je pense que l'AFT doit être moins timide. Je pense que l'AFT doit se fixer des objectifs plus ambitieux. Je pense que l'AFT doit sortir un discours compréhensible. Moi, j'ai pas bien vu un discours compréhensible par l'ensemble de la classe politique, des journalistes sortis par l'AFT. Je trouve le discours un peu filandreux, qui va pas droit au but, pas très bien écrit, enfin, qui pourrait être mieux écrit, je trouve, tu vois, voilà. Donc moi je pense que on va demander à l'intelligence artificielle, on fera des progrès, je dis. Je pense qu'avec ChatGPT, vous pouvez vous améliorer. Effectivement, on est d'accord. Donc voilà, moi je pense qu'il faut arrêter de jouer les gros bébés, l'AFT doit devenir adulte. Elle doit être plus exigeante avec elle-même, elle doit sanctionner ses échecs, elle doit refuser la médiocrité dans laquelle elle est, elle doit tendre vers des objectifs ambitieux et puis les réussir. Je trouve l'AFT complacent,
comme disent les Américains, par rapport à elle-même. Et je pense que au moment où l'AGI est pas très loin, pas forcément au coin de la rue, mais pas très loin, on devrait rentrer dans l'âge d'or de l'AFT et donc la situation actuelle est démoralisante et complètement conne. C'est dommage. Alors que le trésor est à portée de vue, le trésor intellectuel, le trésor culturel, philosophique, l'âge d'or finalement de la réflexion transhumaniste est devant nous. Je trouve que c'est dommage d'être totalement en marge du débat intellectuel et d'être velléitaire. Super. Ben écoute, Laurent, on va voir ce qu'on arrivera à faire de tous ces bons conseils et qui sait peut-être qu'on arrivera à les mettre en œuvre plus ou moins en partie ensemble. À suivre. Merci à Gaëtan pour cette opportunité, cette invitation. Merci à Gaëtan et à toi, Marc. Oui, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et puis, ben, s'il y a des liens à mettre dans la description sur ce dont on a parlé, sur vos livres, on les mettra aussi dans la description pour comprendre plus ces enjeux. Merci encore Laurent, Alexandre et Marc.